Bonsoir à tous, nous allons découvrir les grands titres de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Poursuivre l'élan, faire du respect de l'environnement une priorité dans notre quotidien, la mission pour la transition énergétique poursuit inlassablement son travail. Pour attirer l'attention du plus grand nombre et mobiliser un nouvel outil a vu le jour. Il s'agit du coach carbone que nous présentera Annabelle Gégeur-Sédou, directrice de la MTE. Ils sont arrivés dans les écoles de la Principauté. Les masques transparents sont destinés à favoriser l'apprentissage dans certaines sections comme le CP, étape charnière pour la lecture et l'écriture. Le nouveau chef du service de cardiologie du centre hospitalier Princesse Grace sera également notre invité. Nous évoquerons avec le professeur Atul Pathak le traitement des pathologies cardiaques, les innovations dans ce domaine, les risques aussi pour les patients souffrant d'hypertension, notamment face à la menace Covid-19. C'était un chantier titanesque, il touche à sa fin. Les résidents des jardins d'Apolline regagnent leur domicile. Reportage à suivre. Mais tout de suite, cette annonce du gouvernement princier, le dispositif en vigueur depuis le 11 janvier dernier et arrivant à échéance le 19 février à minuit est prolongé, Alexandra Pani. Bonsoir Patricia. Effectivement, compte tenu de la situation sanitaire, le prince souverain a décidé de prolonger l'ensemble des mesures actuelles jusqu'au 19 mars inclus. Concrètement, Patricia, le couvre-feu entre 19 h et 6 h du matin est maintenu. Aucun changement non plus pour les règles relatives à la consommation dans les établissements de restauration et le recours obligatoire au télétravail. Par ailleurs, de nouvelles précisions sur la réglementation autour des déplacements sur le territoire français. Après avoir obtenu l'assouplissement de la règle des 30 km au département des Alpes-Maritimes, c'est à présent au tour du département du Var d'entrer dans la limite de circulation autorisée aux résidents monégasques sans test PCR dans un délai de 24 heures toujours. Le gouvernement monégasque a indiqué qu'il appliquerait ainsi la réciprocité avec les résidents du Var. Un dialogue se poursuit toujours avec les autorités françaises afin de lever ce délai de 24 heures. Mais concrètement, Alexandra, quelles sont les différentes dispositions à prendre pour les personnes souhaitant voyager ? Mis à part pour les départements des Alpes-Maritimes et du Var, comme nous l'avons évoqué juste avant, si vous souhaitez vous déplacer en France ou dans l'espace européen, il faudra vous munir d'un test PCR négatif. En ce qui concerne les déplacements en dehors de l'espace Schengen, ils sont pour l'heure interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux, comme cité sur l'attestation française de sortie de territoire. Si un ressortissant étranger souhaite regagner son pays d'origine, il ne sera pas empêché de quitter le territoire français, mais il ne pourra pas ensuite transiter par la France pour revenir en principauté, sans justifier d'un motif impérieux justement. Et à l'inverse, pour les personnes venant de l'étranger et souhaitant se rendre à Monaco ? Pour les personnes étrangères à la principauté, mis à part bien entendu les Alpes-Maritimes et le Var, un test PCR négatif de moins de 72 heures doit être présenté. Si ce n'est pas le cas, la personne sera soumise à une mesure de quarantaine. Toutes ces mesures relatives au trajet des résidents, mais également concernant les personnes souhaitant se rendre en principauté, sont à retrouver sur le site covid19.mc, Patricia. Et puis dans un autre registre, quand le numérique vient en aide aux entreprises. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance du gouvernement. Plusieurs conférences sont mises en ligne pour proposer des aides numériques en cette période compliquée pour les entreprises. Le prochain webinaire se déroulera jeudi à 16 h sur la plateforme www.eme.gouv.mc autour de la question « Comment améliorer sa présence en ligne pour développer les ventes ?» Suivez le coach, signez le pacte. Ce slogan, c'est celui qui accompagne le lancement du coach carbone, un outil numérique destiné à augmenter toujours plus le nombre d'adhésions au pacte national pour la transition énergétique. La directrice de la mission pour la transition énergétique est notre invitée. Bonsoir Annabelle Gégeur-Sédou. Bonsoir. Pour débuter peut-être, avant d'évoquer ce coach carbone, une recontextualisation avec l'ambition et l'objectif de départ qui ont conduit à la création du pacte national. Bien, cette ambition, c'est celle de notre pays, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moins 55% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et le constat est simple, pour tenir ces objectifs ambitieux, une politique gouvernementale est nécessaire,
mais encore plus que toute la communauté monégasque s'empare des solutions que nous mettons à sa disposition. Le challenge, c'est d'être tout à la fois assez concret et accessible pour convaincre le grand public d'adhérer à cette démarche en faveur de l'environnement. Tout à fait. Le challenge, c'est de les convaincre qu'il est nécessaire qu'ils passent à l'action. Et c'est un peu l'engagement moral qu'ils prennent à nos côtés en signant le pacte national. Mais au-delà de cet engagement moral, vous avez bien raison, c'est vraiment le passage à l'acte. C'est des actions très concrètes dans les secteurs de la mobilité, dans le secteur des déchets, dans l'énergie du bâtiment, pour agir à nos côtés et réduire ensemble ces émissions de gaz à effet de serre. Et il va donc y avoir cet outil incitatif, ce coach carbone. Qui est-il? Alors, avant de dire qui il est, c'est d'avoir une plateforme qui a été développée avec le soutien stratégique de la délégation interministérielle à la transition numérique. Donc c'est une plateforme que l'on met à votre disposition pour que vous puissiez vous engager, si ce n'est pas déjà fait, faire votre bilan carbone, si ce n'est pas déjà fait, et une fois que tout ça est fait, suivre vos actions, participer à des défis, participer à des sondages, prendre connaissance de bonnes pratiques. Donc c'est une plateforme pour vous accompagner dans votre engagement dans le pacte national. Lorsque vous parlez, par exemple, de dresser un bilan carbone individuel, ce n'est pas une démarche trop fastidieuse? Non, c'est une démarche qu'on a souhaité facile, aisée pour tous. Donc ce n'est pas le bilan carbone façon ADEME en France très exhaustif. C'est une version allégée où vous rentrez quelques données stratégiques en termes de déplacement, comment vous vous déplacez, avec quel type de véhicule, à quelle fréquence, quelles sont la quantité de vos déchets. Vous êtes capable peut-être de les mesurer, mais en tout cas au minimum de les évaluer. Et sur l'énergie du bâtiment, de nous renseigner sur le type d'énergie que vous consommez, à quelle fréquence, quel type de consommation vous avez, quels usages. Voilà, donc c'est des questions assez simples et vraiment accessibles à tous. Le numérique, vous l'avez dit, il vous a été particulièrement précieux pour accompagner la diffusion de vos messages et toucher vos cibles? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous envie de faire les choses facilement et de pouvoir les faire sur son smartphone. Donc, c'est ce qu'on vous propose à travers cette plateforme numérique. Votre bilan, votre choix des actions, tout ça, vous pouvez le faire en ligne. Et puis, comme le numérique, quand même, ça reste un outil, vous avez utilisé les bons mots. On a souhaité lui donner vie à travers ce personnage, ce coach, qui a un petit côté humain et encore une fois sympathique pour rendre tout ça un petit peu plus convivial. Et certains reprochent parfois aux défenseurs de l'environnement d'être un peu trop moralisateurs. C'est un écueil dont vous avez conscience et que vous souhaitez éviter? Je pense qu'on sait parfaitement l'éviter et encore une fois ce personnage ludique et presque drôle que l'on a choisi est tout à fait dans le ton de la mission pour la transition énergétique et du gouvernement où on est en permanence dans la connaissance, dans la mise à disposition des faits, mais vraiment dans l'incitation à agir et non pas ni dans la contrainte ni dans la moralisation. Le message est passé. On invite donc le plus grand nombre à suivre le coach carbone. Annabelle Jageur, merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous présenter cet outil. Merci à vous. Les masques transparents ou inclusifs sont désormais utilisés par plusieurs enseignants et élèves de la Principauté. Ils présentent plusieurs avantages. Illustration à l'école des Révoirs où se sont rendus Sandrine Nègre, Alexandra Marangoni et Louis Borgia. Ils sont portés ici au sein de l'école des Révoirs par ces élèves de CP depuis moins d'un mois. Ces masques transparents facilitent une meilleure compréhension, car si la communication verbale est primordiale, il faut dire aussi que la communication non verbale l'est tout autant. Le prix du Non, regarde bien le ventre. bidon, Redis-moi le mot. bidon, Voilà, le bas et les joues à seconde. Vas-y. bidon. Très bien. Enseigner la lecture en classe de 11e, il faut pouvoir avoir une correction immédiate en fait, au niveau du placement de la langue, des lèvres, de la bouche. Il n'y a pas que le son. C'est tout un exercice qui se fait, qui doit se voir au niveau de la bouche. Donc pour nous, il est vrai que c'est vraiment quelque chose de très important, un plus. Et pour les enfants aussi. Puis ce qui n'est pas négligeable non plus, ça nous permet de voir un petit peu leurs émotions, leur sourire, parce que c'est vrai que
Malheureusement, ils sont cachés, donc on ne les voit plus. L'apprentissage de la lecture est ainsi favorisé. Ces masques sont portés pendant des temps déterminés de lecture, justement, de phonologie et de langue au CP et au CE1. Thomas, would you like to add something else? You could add hair, arms. Pour la maîtresse, c'est un vrai avantage pour les enfants. Vraiment, ils voient la bouche et donc ça permet de mieux prononcer et mieux appréhender l'apprentissage de l'anglais. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Sachez que des classes d'élèves à besoins particuliers AIS, adaptation et intégration scolaire, SECPA, et les élèves porteurs d'un handicap auditif ont aussi reçu ce type de masque dans les secteurs publics et privés sous contrat. 2000 masques ont en tout été distribués. Il a succédé à Nadir Saoudi. Le professeur Atoul Patak est notre deuxième invité. Il dirige le service de cardiologie du centre hospitalier Princesse Grace et nourrit d'importantes ambitions à l'heure où les innovations sont nombreuses dans ce domaine. Une attention toute particulière est également portée aux patients souffrant d'hypertension et vulnérables face à la Covid-19. Bonsoir, professeur Patak. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce challenge et venir rejoindre le service de cardiologie du centre hospitalier Princesse Grace? En fait, c'est un triple challenge qui m'a motivé pour venir ici. Tout d'abord, un challenge clinique. C'était la volonté de continuer ce parcours qui est celui le parcours d'excellence qui a été développé au CHPG, c'est-à-dire apporter ma pierre à l'édifice. Un challenge structurel, puisque vous le savez, notre hôpital change, il s'agrandit, il innove, les nouveaux murs poussent et donc il y avait une vraie volonté au sein de cette institution d'accompagner cette transition vers le nouvel hôpital et de façon plus générale accompagner l'hôpital dans un nouvel écosystème cardiologique. Et puis un troisième challenge qui est d'accompagner l'hôpital et la principauté dans l'innovation. Et est-ce que les pathologies cardiaques ont évolué, elles aussi, au cours des dernières années? Alors, en lien ou non, d'ailleurs, avec notre environnement ou nos nouvelles façons de vivre? On est passé d'une discipline qui s'occupe toujours de patients qui souffrent d'événements qui doivent être pris en urgence, l'infarctus du myocarde, les arythmies, à une discipline qui s'intéresse de plus en plus à une population qui vieillit et pour laquelle on propose, grâce à des nouvelles innovations, une amélioration de la qualité de vie, un traitement qui parfois a été refusé parce que les patients étaient trop âgés, et puis une réduction quand même des hospitalisations et de la mortalité. L'exemple peut-être caricatural, c'est le remplacement des valves aortiques. Autrefois, les gens mouraient de sténose aortique, puis les valves aortiques ont été remplacées chirurgicalement, et aujourd'hui on peut remplacer des valves aortiques sans intervenir directement sur le cœur par voie fémorale. C'est à mon avis un exemple caricatural de l'évolution de la cardiologie moderne. Mais est-ce qu'il y a tout de même des conseils que vous préconisez aux patients? Est-ce qu'il y a des bons réflexes à adopter pour préserver son cœur? Les choses que l'on essaie de défendre quotidiennement auprès de nos patients, c'est de contrôler ce qu'on appelle les facteurs de risque. S'assurer que sa tension artérielle reste dans les limites de la normale, éviter d'avoir un excès dans ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, essayer de réduire son poids, lutter contre la sédentarité et bien sûr arrêter le tabagisme. Et puis à côté de ces facteurs de risque, on va dire classiques, on va rajouter les facteurs de risque qu'on appelle nouveaux, avec le stress au travail, le stress dans sa vie quotidienne, la pollution, qui sont maintenant aussi des facteurs environnementaux dont il faut prendre en compte les méfaits sur la santé cardiovasculaire. Professeur Patak, j'aimerais que l'on évoque le cas des patients qui souffrent d'hypertension artérielle, parce que ces patients font partie des personnes vulnérables face à la pandémie de Covid-19. Comment les accompagnez-vous aujourd'hui face à cette maladie ? Alors d'abord, je vais vous annoncer un scoop, puisqu'il y a quelques jours, nous avons eu la chance au CHPG de bénéficier d'un label, qui est un label d'excellence européen, et nous créons, dans les jours qui viennent, le premier centre d'excellence de prise en charge de l'hypertension artérielle à l'hôpital Princesse Grace, autrement dit un écosystème qui va améliorer et offrir le mieux de ce que l'on peut offrir en Europe pour prendre en charge l'hypertension artérielle. Cette population des hypertendus, durant la crise Covid, a été une population qui a été particulièrement mise à mal. C'est un cas de comorbidité, hein ?
Exactement. Dans le cadre de comorbidité, les hypertendus qui ont d'autres maladies cardiovasculaires, eh bien, ces hypertendus compliqués sont aussi ceux que l'on retrouve parfois dans les chambres de réanimation parce que ce sont ceux qui font les complications les plus graves lorsqu'ils sont infectés par le coronavirus. La vaccination est-elle dangereuse ou non pour eux? C'est une très bonne question. Non, cette vaccination n'est pas dangereuse pour les sujets hypertendus. Il y a eu une inquiétude ou un signal avec un des vaccins mis à disposition de la population, qui est le vaccin Pfizer-BioNTech. Et ce vaccin a été associé à des cas rapportés de poussée tensionnelle. Alors, il faut tout de suite être rassurant. Cet effet indésirable est transitoire, il est rare, puisque sur les 2140 effets indésirables rapportés, seuls 71 ont été attribués à l'hypertension artérielle, donc une prévalence très faible, transitoire, peu symptomatique, non grave. Et donc le message, c'est plutôt de rassurer la communauté des patients hypertendus, de les inviter à se faire vacciner. Et si par malchance, ils font partie de ceux qui vont être exposés à une poussée tensionnelle devant la première injection vaccinale, ne pas hésiter à aller à la seconde, donc vraiment de respecter le schéma vaccinal, car il y a un bénéfice beaucoup plus important à être vacciné qu'à ne pas être vacciné, surtout lorsqu'on est hypertendu. Plus généralement, l'on sait que certains malades ou personnes qui auraient pu se faire dépister à temps ont déserté les hôpitaux par crainte que le virus ne circule. Aujourd'hui, vous rappelez à toutes ces personnes qu'il est important de venir se faire soigner, se faire dépister. C'est un phénomène que vous regrettez et qui peut s'avérer très dangereux dans votre domaine d'intervention, la cardiologie? Durant la première vague, nous avions observé une réduction de 25% des admissions pour urgence cardiovasculaire. Et on avait alerté la communauté des soignants en leur disant « il faut que vos patients qui ont des symptômes évocateurs, qui sont essoufflés parce qu'ils ont de l'insuffisance cardiaque, qui présentent une douleur thoracique évocatrice d'un infarctus du myocarde, il faut que ces patients consultent, il faut que ces patients viennent à l'hôpital, car sinon il y a un véritable phénomène de perte de chance. » Ce message est passé et je crois que c'est important de le rappeler. Si vous avez des signes fonctionnels cardiologiques, douleurs, essoufflement, malaise, perte de connaissance, palpitations, n'hésitez pas à consulter. La maladie cardiovasculaire est plus grave que le Covid. Merci professeur pour ce message et cet éclairage sur la cardiologie, votre discipline de prédilection au sein du CHPG. Merci à vous. C'est la dernière ligne droite pour les résidents des Jardins d'Apolline. Les travaux de réhabilitation ont pris fin en janvier. Juliette Rappert a rencontré la présidente de l'association des Jardins d'Apolline alors qu'intervient ce retour tant attendu. Pendant 3 ans, 235 familles ont été contraintes d'être relogées et c'est seulement depuis fin septembre 2020 que les premiers résidents ont pu regagner leur appartement initial grâce aux travaux terminés récemment. Et petit à petit, il va y avoir, là, dès la semaine prochaine, des personnes qui vont commencer à réaménager dans ce bloc A. Le dernier déménagement sera le 6 août. Le 6 août au soir, c'est terminé et tout le monde est rentré chez soi. Des appartements victimes de malfaçons et d'humidité, plus un relogement, une situation difficile pour les résidents des Jardins d'Apolline et Hélios, mais aussi pour leurs chérubins. Moi j'ai 2 garçons, donc au jour d'aujourd'hui ils ont 17 ans et 14 ans. Et eux c'était très compliqué au début, la perte de repères, changer de quartier. Mais c'est vrai qu'ici c'est important, les enfants ils ont hâte de revenir. On se donne donc rendez-vous le 6 juin pour fêter le retour de tous les habitants des Jardins d'Apolline. Et après ce retour au Jardin d'Apolline, nous retrouvons Alexandra Pagny avec des informations sur un autre grand chantier, mais annuel celui-là, et qui s'apprête à débuter. Oui, Patricia, vous le savez, cette année, la Principauté accueillera exceptionnellement 3 Grands Prix du 23 avril au 23 mai. On débutera donc avec le Grand Prix historique fin avril, puis le 4e Monaco e-Prix le samedi 8 mai, et pour finir, le Grand Prix de Formule 1 du 20 au 23 mai. Pour accueillir ces événements tant attendus, le montage des installations prend environ 1 mois et demi. Il faut compter la mise en place des infrastructures sécurité, l'aménagement pour les captations télévisuelles, l'accueil du public, la publicité, mais également les accès dédiés et cheminement public. Quel sera le calendrier pour ces différentes installations ? Compte tenu de l'ajout d'un Grand Prix fin avril, le planning débutera cette année 15 jours plus tôt. La direction de l'aménagement urbain va commencer dans quelques jours, le 22 février précisément, par l'enlèvement du mobilier urbain.
Les travaux de montage se dérouleront ensuite à partir du 23 février dans la zone portuaire et le 31 mars pour le quartier de Monte-Carlo. Les ajustements nécessaires à la circulation ainsi que les interdictions de stationnement seront mis en place et levés progressivement en fonction des zones d'opération. Et cela va avoir bien entendu une incidence sur nos déplacements. Pour ce qui est des cheminements piétons sécurisés, ils seront mis en place par l'Automobile Club. 2 stations monobikes seront provisoirement déplacées. Celle de Saint-Dévote déménagera vers la promenade Honoré II à partir du 12 mars et celle du parking des pêcheurs vers un emplacement restant à définir. Ce sera à partir du 16 avril. Pour les usagers des parkings publics, de la compagnie des autobus de Monaco et des lignes d'Azur, ils seront informés progressivement des mesures relatives à la mise en place de ces structures. Et du côté des cartes météo, à quoi peut-on s'attendre jeudi ? Un ciel plutôt gris de prévu, Patricia. Quelques éclaircies au programme pour la journée. Les températures seront encore agréables. Il fera 11 degrés pour les maximales. Nous fêterons les Bernadettes en ce 18 février. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et de nous être fidèles chaque jour. Nous nous quittons avec ces clichés de Michael Alési au nouveau musée national de Monaco, où débute l'exposition Shimabuku, la sirène de 165 mètres et autres histoires. Cela fera l'objet d'un reportage demain à 19h. Très belle et douce soirée à tous.